l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal, dont voici les titres. Un geste historique, l'Afghanistan a signé ce mardi un accord de sécurité avec les États-Unis. Près de 12 500 soldats américains vont pouvoir rester sur le territoire afghan. En Chine, poursuite des manifestations dans les rues de Hong Kong. Le gouvernement n'est pas décidé à céder. La communauté internationale invite au dialogue et à la retenue. Et ce soir, mardi sport consacré au basketball. Entrée en lice difficile pour les représentantes africaines au championnat du monde FIBA Turquie 2014. Les détails, ça sera en fin de journal avec Aminata Mariko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il a été investi hier à la tête de l'Afghanistan et au lendemain, il marque ses premiers points. Ashraf Ghani a signé ce mardi à Kaboul un accord de sécurité avec Washington. Cette signature, longtemps attendue, va permettre à des troupes américaines de maintenir leur présence sur le sol afghan. Une signature qui marque le début d'un nouveau chapitre de l'histoire afghane. L'accord bilatéral signé ce mardi par les États-Unis et l'Afghanistan va permettre à des troupes américaines de rester dans le pays encore 2 ans. Objectif, compenser le départ des troupes de l'OTAN d'ici à la fin de l'année. Pour le nouveau président afghan Ashraf Ghani, la sécurité du pays est une priorité. Washington s'est promis d'y œuvrer grâce à cet accord. L'accord de sécurité bilatéral doit dresser un cadre légal pour permettre aux États-Unis de conseiller et d'assister les forces de sécurité afghanes. Ainsi, les terroristes ne pourront plus utiliser l'Afghanistan pour perpétrer des attaques contre les États-Unis et leurs alliés. La poursuite de notre partenariat va permettre à l'Afghanistan de continuer ses progrès en matière d'éducation, de santé, de droits de l'homme et de développement économique. Un accord attendu depuis longtemps par Washington. Mais l'ancien président Hamid Karzai refusait de le signer. Il accusait l'intervention américaine d'être à l'origine de la mort de nombreux civils. Protéger les civils, c'est justement l'un des objectifs affichés de cette coopération. Environ 10 000 soldats américains vont apporter leur soutien aux militaires afghans pour lutter contre les attaques régulières des talibans. Lors de sa campagne, Ashraf Ghani avait invité les talibans à engager des pourparlers de paix. Pas sûr que cet accord les y incite. Ils ont récemment qualifié le nouveau président d'employé des États-Unis. Lundi, en marge de son investiture à Kaboul, ils ont revendiqué un nouvel attentat à la voiture piégée. En Chine, la manifestation est maintenue et les participants ne cessent d'augmenter jour après jour. La police est toujours présente et se contente de les encadrer. Pour sa part, Pékin juge ces manifestations d'illégales et rassure le gouvernement hongkongais de son soutien. Par ailleurs, Londres appelle à l'ouverture de discussions constructives. Les États-Unis invitent les autorités et les manifestants à la retenue. Je vous propose à présent d'écouter sur place Elena Wong, députée du Parti démocrate, qui se prononce sur cette situation. Nous voulons faire monter la pression sur le gouvernement et on espère qu'il écoutera la colère du peuple et notre volonté d'avoir une vraie démocratie, afin qu'on puisse élire notre chef de gouvernement et avoir de vrais choix politiques. Nous demandons aussi la démission immédiate de notre actuel chef de gouvernement, Leung Chun-ying, afin que l'on puisse commencer une nouvelle série de consultations et créer une vraie démocratie pour le peuple hongkongais. En Arabie Saoudite, c'est un pèlerinage sous tension à la Mecque cette année. Les pèlerins dénoncent les exactions de l'État islamique en Irak et en Syrie. Ils se montrent également méfiants à l'égard de l'action militaire des États-Unis. Et pour cause, la situation a été renforcée. En Espagne, c'est hier que le tribunal constitutionnel espagnol a décidé de suspendre le référendum. Et ce mardi, il doit faire face à la contestation
de la présidente de la région de Catalogne. Et selon elle, cette suspension ne serait pas sans conséquences préjudiciables. Message ce mardi de la présidente du Parlement de la région. Elle compte demander la levée immédiate de la suspension du référendum décidé hier par le tribunal constitutionnel espagnol. Motif, cette suspension empêche aussi la Catalogne d'organiser d'autres consultations et porte préjudice à l'intérêt général. Après le revers de lundi, les autorités catalanes tentent donc le tout pour le tout, déterminées à organiser leurs consultations populaires. Dans ce contexte, rien n'est encore terminé. Il y a des contraintes légales que nous ne pouvons ignorer, bien sûr. Mais la décision de lundi, et là, notre gouvernement est déterminé à aller de l'avant. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent maintenant dire d'ici 5 mois si ce référendum d'autodétermination viole ou non la Constitution espagnole. Une décision qui sera déterminante. Il n'existe aucun recours au niveau européen ou international. La campagne pour le référendum du 9 novembre a de son côté été provisoirement stoppée. Les indépendantistes appellent à de nouvelles manifestations. Direction le Sénégal à présent, à Dakar. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a présidé une réunion du comité directeur de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route, en abrégé AGEPAR. Cette rencontre qui prendra fin ce mercredi voit la participation de plusieurs pays africains, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et le Niger. Suivez donc quelques détails avec nos reporters Louise Tina Sanya, Suleiman Anne. C'est l'occasion de partager avec nos partenaires de la sous-région ce qui se fait en matière de politique routière, qu'il s'agisse de la conception ou bien de la réalisation des infrastructures, mais surtout de l'entretien et de la maintenance. Mais d'autres problématiques sont extrêmement importantes. Ce sont les problématiques, les préoccupations essentielles du gouvernement du Sénégal actuellement, c'est l'accessibilité rurale. L'autre question qui est une forte préoccupation du Sénégal et de la communauté routière du Sénégal, c'est la sécurité routière. Les pays qui nous environnent ont une bonne expérience en matière de gestion, de promotion de la politique de sécurité routière. C'est l'occasion, à travers cette instance, à travers ce comité directeur, à travers l'AGEPAR, de partager avec ces pays ce que nous faisons en matière de sécurité routière. Nous poursuivons à présent avec la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamate. La mobilisation internationale se poursuit contre l'épidémie Ebola qui sévit depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest. Le nombre annoncé des cas ne cesse d'augmenter avec 3100 morts, soit près de la moitié des 6500 personnes infectées selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui donnent le vertige et font craindre une présence endémique du virus. Les relations entre la Guinée et le Sénégal se sont quelque peu crispées depuis que ce dernier pays a fermé ses frontières terrestres, maritimes, aériennes avec la Guinée. Ainsi, quand le jeune Guinéen guéri d'Ebola à Dakar a été reconduit dans son pays, l'avion militaire qui le rapatriait a été dérouté sur Kédougou au Sénégal faute d'autorisation d'atterrir à Conakry. Le jeune homme a été reconduit dans son village par la route, un geste de mauvaise humeur, mais depuis, l'heure est à la détente. Le procès du jeune leader populiste Julius Malema a été reporté à l'année prochaine. Il devait comparaître ce mardi matin avec 4 co-accusés pour corruption, racket et blanchiment d'argent dans une affaire de marché public truquée lorsqu'il était le président de la Ligue des jeunes de l'ANC, le parti au pouvoir. L'application Action pour la transparence pour smartphone permet aux Ougandais de vérifier que les finances publiques qui sont allouées aux écoles et aux centres de santé proches de leur domicile ne sont ni détournées ni volées. Les détournements de fonds et la corruption sont monnaie courante. C'est là à Tabaski. Dans quelques jours et au Niger, un grand nombre de marchands de moutons ont trouvé une astuce pour écouler rapidement le bétail en cette période. Eh bien, il s'agit d'amener les bêtes
au contact des clients et ce à travers des allées et retours dans les principales artères de la ville. Des détails dans ce reportage de Sarki Aboubakar et de Razak Abaché. Organisés en petits groupes, ils sillonnent durant toute la journée les principales artères de la capitale. Ces marchands de moutons ont trouvé l'astuce pour mieux écouler leur bétail. Loin des marchés traditionnels de bétail, la fête de Tabaski impose pour ceux-ci de nouvelles stratégies de vente. La différence entre nous et les vendeurs de moutons dans les marchés, c'est qu'ils ont des prix fixes. Or, nous, ce n'est pas le cas. Quand on réalise un peu de bénéfices, on vend. Je peux vendre entre 1 et 3 moutons par jour. Ils ne sont pas les seuls dans cette dynamique. Les fabricants et vendeurs de piquets pour la grillade mettent les bouchées doubles pour vendre en quantité et réaliser le maximum de profit. J'achète le bois dans les jardins et je reviens les tailler pour les vendre comme piquets pour grillade en cette période de fête. On vend ces piquets pour grillade à 200 francs CFA et 250 francs CFA. Pendant cette période de fête, on peut gagner entre 7500 francs CFA et 10 000 francs CFA par jour. Chaque année, la fête de Tabaski offre d'énormes opportunités d'affaires, surtout pour qui sait les saisir. Nous sommes mardi et place à Mardi Sport à présent, consacré particulièrement au basketball. Aminata Mariko, bonsoir. Bonsoir Albertine. Eh bien, nous allons tout d'abord parler de l'arrivée des championnes d'Afrique. Effectivement, les détentrices du trophée de la 13e édition sont arrivées ce lundi à Bamako, à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Elles ont été accueillies à bras ouverts avec le sourire large sous les acclamations du monde sportif. Nous avons pu recueillir quelques propos de la capitaine et du ministre. Chacun, très joyeux, affirme sa satisfaction et également parle de ses engagements. Écoutons-les. Il y a cru depuis le début, ça fait 9 mois qu'on travaille là-dessus, donc maintenant on y est arrivé, ça y est, on peut dire qu'on a fait plaisir à notre pays, à nos parents, à nos amis. Ça me fait une immense joie et ça me rappelle un peu qu'il y a un an, presque jour pour jour, avec pratiquement les mêmes joueuses, nous avions rapporté pour les moins de 16 ans un trophée similaire, c'était pour la 3e fois et les mêmes. Comme quoi le talent, ça ne ment pas. Maintenant, dans la catégorie des moins de 18 ans, nous ramène un trophée continental. Et c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est l'échantillonnage de la génération d'Ambé, une génération sur laquelle on peut compter pour faire justement un Mali qui gagne. Et sachant l'engagement du président de la République pour l'excellence, je puis déjà vous dire que pour ce qui est de la partie gouvernementale, l'apport et le soutien du gouvernement de la République ne fera pas défaut pour ce qui concerne l'accompagnement de ces jeunes. Et je pense qu'il y aura plus de détails sur cette arrivée demain dans l'émission Rebond, Aminata. En effet, Albertine, nous allons revenir en long et en large sur la compétition et sur l'arrivée des championnes. D'accord. Alors, basket toujours, que se passe-t-il du côté de la Turquie? Nous sommes à Ankara et à Istanbul. 15 équipes tentent de détrôner les États-Unis au cours de cette 17e édition du FIBA Women World Championship. L'Angola dans le groupe A et le Mozambique dans le groupe B sont les représentantes du continent et présentent un visage pâle depuis le début du tournoi. Les deux porte-drapeaux ont concédé la victoire à leur adversaire. Les États-Unis, pays champions en titre, et la Turquie, pays hôte de la compétition, par contre, sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. On fait le point avec l'un de nos spécialistes maison, Sekou Tangara. Opposé au Canada pour ses grands débuts au championnat du monde de basket féminin, le Mozambique s'est incliné 54-69. Mené de 4 points au terme du premier quart-temps 18-22, Ruth Mouyenga 14 points, 4 rebonds et une passe, et ses coéquipières regagnent la pause avec un passif de 3 unités 32-35. Malgré un énorme boulot abattu par Leyland Dong, 18 points, 11 rebonds et une contre, le Mozambique n'a pu éviter une seconde défaite au championnat du monde FIBA qui se tient en Turquie. Aux prises avec la France, le Mozambique s'est incliné 89-45.
Aujourd'hui, les vice-championnes d'Afrique étaient aux prises avec la Turquie. La Turquie qui a battu la France, qui avait été donc défaite lors de son entrée en lice, affrontait le Canada. Quant au champion d'Afrique en titre, l'Angola n'a pas fait le poids face à la Serbie, à l'image de Nassisela Mauricio, MVP de l'Afrobasket 2013, limité à 7 points. Les Antilopes noires étaient à la peine et prennent une raclée de 60 points de quart, 102-42. Les Palancanegras ont fait illusion pendant seulement quelques minutes avant de s'incliner face à la Chine 39-65. Prenant le meilleur départ pour son second match dans le groupe D de ces championnats du monde FIBA, 4-0 après 2 minutes de jeu, puis 10-6 au bout de 8 minutes, l'Angola se désagrège au fil du temps. La Chine empoche le premier quart 10-15 avant de limiter l'attaque angolaise à 5 unités dans le quart suivant. Alors Aminata, quoi de neuf dans les autres disciplines? Nous sommes en football cette fois-ci. Coupe CAF, la finale de cette compétition, la Coupe de la Confédération africaine de football 2014, opposera le club égyptien d'Al Ahly d'Égypte à celui ivoirien de CW Sport de San Pedro. Les Kérotes se sont qualifiés en battant 2-1 Coton Sport de Garoua du Cameroun en demi-finale. Retour 1-0 à l'aller. Et ce 28 septembre, Al Ahly affrontera donc le CW Sport de San Pedro en finale de la Coupe de la Confédération. Match aller 28, 29 ou 30 novembre, puis le match retour 5, 6 ou 7 décembre pour le match retour Albertine, toujours en football. Bonne nouvelle pour le football gambien. La CAF, la Confédération africaine de football, vient de lever ce mardi la sanction de 2 ans qui pesait sur la Gambie depuis le début de cette année. Cette décision avait été prise à la suite de la culpabilité des autorités sportives locales de fraude sur l'âge de nombreux joueurs. C'est pas bon, la fraude lors des éliminatoires de la CAN U20 Sénégal 2015. Alors pour finir, Albertine, le Nigeria, la Fédération nigériane de football, a un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Pinnick, qui vient d'être élu à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu dans l'état de Wari. Pinnick l'emporte encore largement avec 32 voix, devant cette fois-ci Yorfa 8 voix et Taiwo Ogujobi obtient 4 voix. Alors il succède donc à Aminou Maigari. Cette élection devrait mettre un terme à une longue crise qui traverse le football local depuis des mois, Albertine. Et nous, pour mettre un terme à Mardi Sport de ce soir, quels sont les prochains rendez-vous sportifs sur Africa Télévision? Alors tout à l'heure, nous sommes sur la pelouse. Il s'agit de football dans le magazine Shoot. Yacouba Dansouko retrouve les téléspectateurs quand il sera 22h15 temps universel sur Africable Télévision. Et ce mercredi, l'équipe de rebond, la Dream Team, affiche complet sur le plancher et les téléspectateurs seront les arbitres. Aminata Mariko, merci. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.